L'ensemble des scientifiques et des mathématiciens ne juraient que par les formes lisses. Moi, j'ai intégré la rugosité dans le champ de recherche. Les mathématiques ont servi à bâtir les pyramides ou le Parthénon, à étudier les mouvements des planètes. On s'était habitué à ce que certains motifs se prêtent bien aux formules mathématiques, notamment en architecture, dans les structures bâties par l'homme, avec des lignes droites, des cercles, des formes géométriques parfaites. Les mathématiques classiques partent du principe que tout est extrêmement régulier et peut se réduire à des lignes droites, à des cercles, des triangles, des surfaces planes, des pyramides, des tétraèdres, des dodécaèdres, des contours lisses. Les mathématiques classiques ne s'appliquent qu'au monde que l'homme a bâti en s'appuyant sur cette science. Tandis que les motifs de la nature, ceux qui existaient déjà avant notre arrivée sur Terre, les arbres, les plantes, les nuages, les phénomènes météo, tout ça échappait à leurs lois. Jusqu'aux années 1970, quand Benoît Mandelbrot présente sa nouvelle géométrie. Il est arrivé en disant « Tout ce que vous avez à faire, les gars, c'est regarder ces motifs autrement pour pouvoir y appliquer des lois mathématiques. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. On peut trouver des formules pour décrire les nuages, les fleurs ou les plantes. Simplement, ce sont des formules particulières et elles correspondent à une géométrie particulière. » La grande question, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre la fin des années 1970 pour que soit publié un livre intitulé « La géométrie fractale de la nature ». Si les fractales étaient partout, pourquoi ne les avait-on jamais vus? Mais en fait, on les avait déjà vus. Certains étaient parfaitement conscients des schémas répétitifs de la nature. Le grand artiste japonais du 19e siècle, Hokusai, en est la preuve. Si on regarde bien, on voit l'ombre d'un nuage sur le mont Fuji. Le nuage est constitué d'une série de motifs similaires. Dans la grande vague de Kanagawa, la vague se termine par des vaguelettes identiques. Quand j'ai dit dans mon livre que les estampes d'Hokusai étaient fractales, des tas de gens m'ont dit « Ah, maintenant on comprend Hokusai ». Il peignait des fractales. On croit toujours que les mathématiciens sont très différents des artistes. Mais l'art est une discipline très proche des maths. Elle s'appuie juste sur un langage différent. Ce qui intéresse Mandelbrot, ce ne sont pas les équations, c'est l'explication d'un phénomène visuel. La fascination de Mandelbrot pour l'aspect visuel des mathématiques commence au lycée. Ce n'est qu'en janvier 1944 que j'ai eu le coup de foudre pour les maths. Pas les maths au sens large, mais la géométrie dans sa forme la plus concrète, la plus sensuelle, celle qui allie les mathématiques et le visuel. Quand notre prof nous soumettait des problèmes d'algèbre, moi, dans ma tête, je voyais les figures géométriques qui correspondaient à ces données. Et là, la solution m'apparaissait clairement. C'est là que j'ai découvert en moi une faculté insoupçonnée. Je savais transformer les formules en figures. Dès sa jeunesse, Benoît Mandelbrot apprend à ne compter que sur lui-même. Sans doute parce que sa famille, d'origine juive polonaise, vit en France sous l'occupation nazie. Pendant 4 ans, il réussit à échapper aux menaces constantes d'arrestation et de déportation. Rien n'endurcit davantage que de tenter de survivre en temps de guerre. Pas seulement pour les soldats, mais aussi pour les civils. Je savais quoi faire et je ne faisais pas tellement confiance aux autres. Après la guerre, Mandelbrot obtient son doctorat. Il s'essaie à l'enseignement dans une université française, mais il ne se sent pas à sa place.
On me disait que j'étais très doué, mais que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Je n'étais pas du tout dans mon élément. Alors j'ai démissionné et je suis parti chez IBM. Nous sommes en 1958. Le géant américain est en train de mettre au point une technologie nouvelle qui va révolutionner notre quotidien. L'ordinateur. IBM recrute des scientifiques non conformistes, voire rebelles. Exactement le profil de Benoît Mandelbrot. Il s'intéressait à des scientifiques très marginaux. On n'a jamais eu l'impression d'appartenir à la pensée dominante. Les collègues de Mandelbrot le consultent pour un problème de taille dans le fonctionnement de leur société. Les ingénieurs envoient des données informatiques via des lignes téléphoniques, mais parfois la transmission échoue. Ils ont remarqué que les lignes étaient souvent parasitées par des bruits. Les erreurs de transmission étaient nombreuses. C'était une situation très problématique. Mandelbrot reporte les signaux sonores sur un diagramme. Et à sa grande surprise, remarque que quelle que soit l'échelle de temps observée, le graphe est identique. Un jour, une heure, une seconde, peu importe. Le schéma est le même. Un modèle d'autosimilarité. Mandelbrot n'en revient pas. Ce schéma étonnant lui rappelle une énigme mathématique qui l'intrigue depuis sa jeunesse. Le cas des omnis, les objets mathématiques non identifiés. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. Les mathématiciens avaient établi la définition formelle d'une courbe. Certaines figures répondaient à la description donnée, mais étaient trop étranges pour pouvoir être tracées. On les considérait comme des monstruosités. Ce n'étaient ni des lignes, ni des cercles. C'étaient des figures vraiment à part. Le mathématicien allemand Georg Cantor crée le premier omni en 1883. Il est parti d'une droite, il l'a divisée en 3 segments et il a supprimé le tiers médian. Donc il ne reste que les 2 extrémités. De ces 2 segments, il a supprimé le tiers médian et ainsi de suite. On aurait tendance à penser, à force à la fin, il ne restera plus rien. Eh bien c'est faux. Il ne reste pas seulement un point, ni même 2 points. Il en reste une infinité. On a beau zoomer sur cet ensemble de Cantor, le motif est invariant. Exactement comme le schéma du signal sonore relevé par Mandelbrot chez IBM. Une autre figure étrange a été mise en évidence par un mathématicien suédois, Helge von Koch. Von Koch a dit, on part d'un triangle équilatéral, l'une des figures classiques de la géométrie euclidienne, et sur chaque côté, on remplace un tiers du segment par 2 sous-segments de même longueur. Et sur chacun des nouveaux côtés obtenus, on fait de même. Et ainsi de suite. La forme reste la même, mais avec des triangles en plus. Plus je fractionne la ligne, et plus sa longueur augmente. Chaque itération vient ajouter un nouveau triangle. Imaginez que vous répétez ce processus une infinité de fois. On obtient alors une figure dont la longueur est infinie. Cette figure, que l'on appelle le flocon de Koch, est un paradoxe. D'apparence, elle semble tout à fait finie, mais mathématiquement, elle est infinie et ne peut donc pas être mesurée. À l'époque, les scientifiques ont qualifié cette courbe de pathologique parce qu'elle n'avait pas de sens dans la conception euclidienne de la dimension. Mais le flocon de Koch s'est avéré crucial pour résoudre un problème de dimension bien précis, la longueur d'une côte terrestre. Dans les années 1940, le Britannique Lewis Richardson constate que les différentes mesures d'une même portion de côte donnent des résultats très variés. Tout dépend de votre unité de référence et de votre patience. Si vous mesurez la côte de la Grande-Bretagne sur la base d'1 mile, vous obtenez un certain nombre de miles. Si vous la mesurez en pied, la côte est plus longue.
Et plus l'unité est petite, plus la longueur est élevée, parce qu'on peut toujours trouver des indentations plus petites. Mandelbrot comprend alors que les indentations